Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima pour évoquer ce que vous avez annoncé. Donc cette campagne de testing auprès de 3000 entreprises, des CV anonymes que vous allez envoyer. Vous avez vraiment pas une idée déjà du résultat parce que a priori on le connaît, non déjà? Justement, le problème, c'est que l'État l'a jamais fait. Donc, en fait, on a des associations très engagées et légitimement qui ont réalisé un certain nombre de campagnes de testing. Là, l'idée, c'est de le faire de manière massive. C'est 3000 CV qui vont être envoyés. Et surtout, c'est pas des CV spontanés, des candidatures spontanées. On va répondre à de véritables offres d'emploi qui existent et on va comparer. On va comparer en fonction du changement de l'adresse, du changement du nom de famille, du changement du prénom, du changement du sexe, de manière à voir à un moment où ça persiste, où ces discriminations continuent à exister. Est-ce que c'est dans un secteur d'activité en particulier? Est-ce que c'est dans des territoires en particulier? Est-ce que c'est en fonction de la taille d'entreprise? Et puis parce que ça nous permettra ensuite de corriger, c'est-à-dire de sanctionner si les entreprises font pas ce qu'elles doivent faire. Et comment on fait pour forcer une entreprise justement à être plus équitable dans son recrutement ou même plus égalitaire tout simplement? Comment on fait? Alors, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, pour le coup, on l'a réglé dans la loi. C'est-à-dire qu'une entreprise qui se conforme pas à la loi, soit parce qu'elle publie pas ce qu'on appelle un index en matière d'égalité, soit parce qu'elle n'a pas d'assez bons résultats, elle est sanctionnée. On a eu plus de 1000 entreprises qui ont été mises en demeure parce qu'elles n'avaient pas respecté la loi et une centaine qui ont eu une pénalité. La pénalité, c'est jusqu'à 1% de votre chiffre d'affaires. Donc, ça commence à compter quand même. Mais ça peut être dissuasif, évidemment. Oui, je pense que 1% de chiffre d'affaires, c'est assez dissuasif. Et puis en plus, il y a aussi une valeur de publication. Donc ceux qui sont mal notés, est-ce qu'on a envie d'être collaborateur dans une entreprise qui en fait se moque des questions d'égalité? Donc il y a aussi cette valeur d'exemple qui fonctionne. Donc il y a les deux, il y a la sanction et la valeur d'exemple qui peut fonctionner. Ensuite, il y a la plus grande difficulté qu'on a sur la question des discriminations, c'est qu'on a souvent des biais, en fait, les uns les autres, qui sont presque même inconscients. On se rend même plus compte que finalement, on va privilégier des CV de gens qui nous ressemblent plutôt que de gens qui peuvent être un peu différents de nous. Sauf que pour le coup, c'est plutôt démontré. Les entreprises où il y a le plus de diversité, où il y a le plus de mixité, c'est des entreprises qui vont mieux d'un point de vue économique. Donc on a encore une fois ces deux enjeux. On a un enjeu de dire aux boîtes que de toute façon, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt d'assumer qu'il y ait plus de diversité chez eux parce que on sait que c'est un bienfait en matière de performance économique. Alors c'est très louable ce qu'on entend dans votre discours. Encore une fois, qu'il y ait des sanctions qui puissent exister. Voilà, c'est très louable en entendant évidemment la volonté du gouvernement, sauf qu'il y a un climat général actuellement auquel peut-être le gouvernement participe de temps en temps avec certaines déclarations de rejet de l'autre quand même. Quand on entend le Premier ministre dire c'est une submersion littéralement, ça encourage pas finalement tout ça à la mixité, au brassage, non? Moi je pense qu'il faut être implacable avec les valeurs républicaines. Mais ça marche dans les deux sens. Implacable avec les valeurs républicaines, ça veut dire que la moindre entaille aux principes et aux valeurs républicaines doit être sanctionnée de la plus claire des manières. Que ce soit sur la question, vous avez vu cette semaine le rapport sur la question de l'islam politique. L'islam politique, c'est pas de la religion, c'est une idéologie politique. Celles et ceux qui cherchent à faire cet entrisme-là dans notre pays, c'est clair, il y a une sanction qui doit pouvoir exister, il y a une lutte qui doit pouvoir exister. Et dans le même mouvement, ceux qui respectent pas la République, c'est aussi ceux qui discriminent. Vous devez faire les deux dans le même mouvement, en fait. On a des droits, mais on a également des devoirs, on a bien compris. Oui, exactement. Aurore Berger, violence faite aux femmes aujourd'hui, avec un programme, vous allez inaugurer le PAC Nouveau Départ. Là encore, c'est une façon d'optimiser peut-être la lutte contre les violences faites aux femmes avec un guichet unique, en fait, pour que ce soit pas un parcours du combattant, qu'on ne parte pas dans tous les sens quand on est victime de ce type de drame. Exactement. En fait, on a cette statistique assez terrible qui dit qu'une femme victime de violence, elle va faire en moyenne, 7 allers-retours. Cette fois, elle va partir, revenir. Pourquoi? Parce que prendre la décision de partir est déjà extrêmement difficile, et on le sait maintenant, mais parfois, partir définitivement est encore plus difficile. Parce que le partir définitivement, comment on fait si on n'est plus autonome économiquement, financièrement, s'il y a la question du relogement, s'il y a la question des enfants, si on n'a plus d'indépendance économique parce qu'on travaille plus. Donc notre enjeu, c'est quoi? C'est de garantir aux femmes qu'une fois qu'elles partent définitivement parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour les accompagner. Et qu'on les renvoie pas, en effet, comme vous le dites, pas d'un guichet à l'autre. Une femme, c'est pas une boule de flipper qu'on va se renvoyer les uns les autres. C'est la nécessité d'avoir un accompagnement et un accompagnement global. Donc le PAC Nouveau Départ, c'est ça. Les Bouches-du-Rhône, c'est le 5e département qui va expérimenter, parce qu'il faut qu'on teste des choses
un peu nouvelles, des organisations un peu nouvelles. On le fait avec les conseils départementaux. Donc, je signerai la convention avec Martine Vassal ce matin et on engage tout le monde. C'est-à-dire, moi, côté État, on engage les forces de l'ordre, police, gendarmerie, procureur de la République, les autorités en matière de santé, éducation nationale, toutes celles et ceux qui peuvent avoir à un moment un accompagnement et une détection des femmes, et puis toutes les associations locales, parce qu'à la fin, c'est elles qui savent comment aller chercher les publics, comment aller les accompagner. Donc, guichet unique, interlocuteur unique, coordination unique, qui permet la détection, le repérage des femmes victimes de violences et leur accompagnement. Et l'accompagnement, c'est pas quelques semaines. C'est parfois même pas quelques mois. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans d'accompagnement, parce que c'est tout un processus qu'on doit pouvoir mettre en place. Alors, on entend votre volonté d'être beaucoup plus efficiente dans ce domaine-là. Vous avez cité les associations. Ces associations, elles vous renvoient quelquefois un peu la balle, Madame la Ministre, en demandant des moyens. Il n'y a pas suffisamment de place, il n'y a pas suffisamment de moyens publics. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous savez, on a triplé les moyens de mon ministère depuis 2017. Et les moyens de mon ministère, ils sont essentiellement consacrés à 2 choses. La première, c'est le soutien massif aux associations, les CIDFF, Solidarité Femmes, le 3919, qu'on peut appeler maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'était pas du tout le cas en 2017, le planning familial, puis des associations locales, évidemment, qu'on accompagne, et la création d'une aide qu'on a créée il y a un peu plus d'1 an, qui est l'aide universelle d'urgence. Une femme victime de violence, dès qu'elle a porté plainte, elle peut demander à bénéficier de l'aide universelle d'urgence. Il y a plus de 50 000 femmes déjà qui en ont bénéficié. C'est délivré en moins de 3 jours par les CAF. Donc les moyens, on les a mis. La loi, on l'a beaucoup changée et on l'a changée de manière nécessaire pour mieux protéger les femmes. Ce qu'il faut maintenant, c'est que chacun connaisse aussi ses droits. Et je le dis à celles qui nous écoutent. Encore une fois, elles ont des droits à partir du moment où elles partent, au moment où elles portent plainte. Elles peuvent demander à bénéficier d'une ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est justement, et son nom l'indique bien, ce qui va les protéger, notamment pendant la période judiciaire, pendant le traitement judiciaire, du fait que le conjoint présumé violent ne puisse pas reparaître. Donc ça, c'est aussi des choses qui ont progresser. Donc oui, les moyens, on doit continuer à les faire progresser, mais surtout ce qu'on doit faire, c'est qu'à un moment, on doit aussi créer une société où chacun se sent concerné. Il y a ce que l'État peut faire et doit faire, il y a ce que les collectivités doivent faire, il y a les associations, mais il y a aussi nous en tant que citoyens, en tant que collègues, en tant que voisins, en tant qu'amis, en tant que famille, on doit tous participer aussi de cette société où on va détecter, on va repérer et on va accompagner. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Un travail collectif, voilà ce que souhaite Aurore Bergé, la ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie sur Maritima. Bonne journée sous le soleil marseillais. Oui, merci.